bien que nous allons commencer, comme la fois précédente, par un travail en petits groupes. Apparemment, ça avait été apprécié, un des buts étant aussi que les gens fassent connaissance, qu'ils échangent, que le débat s'instaure. Donc, pour ce soir, nous sommes réunis pour la 4e fois. Bravo à ceux qui sont venus à chaque fois et bienvenue aux autres. Sur le thème de l'école, plus exactement, l'école de la République est en danger. Pour l'instant, ce que nous proposons, c'est de se mettre par groupe de 4 ou 5, pas plus. Et je vous invite à réfléchir à partir de 2 questions. Première question, faites la liste, oui, ceux qui ont des cahiers vont les noter consciencieusement, et il y a quelqu'un qui prendra dans chaque groupe une petite liste, on mettra en commun après. Donc, faire l'inventaire de ce qui vous semble des indicateurs ou des critères caractéristiques du constat d'échec ou de défaillance ou de déclin ou de déroute, enfin prenez les termes que vous voulez, plus ou moins crus, plus ou moins forts. Qu'est-ce qui vous permet de dire l'école ne va pas bien ou l'école ne fait pas ce qu'elle devrait faire? À quoi vous, personnellement, vous l'appréciez, vous le mesurez, vous le jugez? Donc une liste de constats, de critères, d'indications, etc. Et puis une deuxième liste, dans un deuxième temps, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et tout ceci, eh bien, nous le confronterons à l'avis de Pierre Morel. Notre intervenant ce soir, qui est donc un cadre supérieur du ministère de l'Éducation, on peut dire ça comme ça? Oui, enfin secrétaire général d'une autorité indépendante. Oui, mais tu fais toute ta carrière comme cadre supérieur du ministère. Général, oui, voilà, inspecteur général, et qui est donc aujourd'hui secrétaire général du Haut Conseil de l'Éducation. En 2 mots, qu'est-ce que c'est ça, le Haut Conseil de l'Éducation? Le Haut Conseil de l'Éducation est normalement l'instance d'évaluation la plus élevée de France en matière éducative. Il a été créé par la loi du 23 avril 2005, la loi d'orientation de l'avenir de l'école. Il a donc 6 ans d'existence. Et sa singularité, c'est de ne pas être placé à la proximité immédiate du ministre. Il dépend plutôt du chef de l'État. Et ça, c'est très important, parce que ça lui confère à la fois une légitimité et une indépendance par rapport au système éducatif et par rapport au ministre de l'Éducation nationale plus grande. C'est la raison pour laquelle il y a 9 sages qui sont nommés 3 par le président de la République. Le président de la République nomme parmi les 3 membres le président du Haut Conseil. Il y en a 2 qui sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, 2 par le président du Sénat et 2 par le président du Conseil économique, social et environnemental. Ça fait 9. Voilà, ces 9 sages donc se réunissent et se sont réunis toutes les semaines pendant 6 ans pour rendre chaque année un rapport au président de la République sur l'état du système éducatif français, sur les résultats du système éducatif. Voilà. Et donc moi je suis aux côtés des 9 sages à la table, je suis le 10e membre et je suis chargé, comme tous les secrétaires généraux ou directeurs généraux d'institutions de cette nature, je suis chargé de coordonner le travail des experts nationaux et internationaux, de commander des études à des experts, et ensuite de préparer avec ma petite équipe de collaborateurs de très haut niveau, de préparer des textes. Et ces textes sont soumis chaque semaine à l'appréciation des conseillers du Haut Conseil. Voilà. C'est un petit peu la raison de mes interventions. Pendant 6 ans, j'ai examiné, je dirais au jour le jour, heure par heure, l'état du système éducatif avec les conseillers, et on a comme ça, ou en tous les cas le Haut Conseil, a sorti des rapports extrêmement importants que vous pourrez aller voir sur le site si vous avez cette curiosité. Je souhaite que vous l'ayez. Allez sur le site qu'on a mis en place, hautconseildéducation.fr. Vous y trouverez tous nos travaux, tous nos rapports, et en particulier l'un de ceux qui m'a marqué, même comme membre du Haut Conseil, ou en tout cas secrétaire général de cette institution, celui sur la situation de l'école primaire en France. C'est parce que on a eu une espèce de révélation quand on a étudié l'école primaire en France en 2007, que je me suis dit qu'il fallait que j'intervienne, qu'il me paraissait que
l'école de la République, l'école primaire de la République, notre école primaire à laquelle nous sommes tant attachés, était probablement en danger. Et c'est ce que j'essaierai de vous dire modestement tout à l'heure. Merci Pierre. Pierre est aussi délégué départemental du MODEM du Vaucluse. Oui. Donc ça lui donne aussi une autre qualité pour ce travail. D'abord les remerciements d'usage. Je remercie Jean-Paul de m'avoir invité et le président de la fédération de l'Essonne de m'avoir invité, ainsi qu'Éric, avec lequel j'ai déjà eu l'occasion de travailler au sein de la commission nationale du MODEM. Et puis, je vous remercie tous et toutes d'être là, parce que ça ne paraît jamais évident, un soir de semaine, de consacrer une soirée à des sujets de société qui sont des sujets de société importants. Et donc, je vous suis très reconnaissant d'être là et de m'écouter et d'échanger avec moi. Alors, évidemment, j'ai entendu et j'ai pris à la volée les quelques notes en même temps qu'Éric, mais Éric les a prises probablement mieux que moi. Évidemment, si je devais répondre à tout cela, d'abord, je suis bien incapable de répondre à tout cela, parce qu'il faudrait probablement la nuit pour répondre à toutes vos questions qui sont très très légitimes et très pertinentes, incontestablement. Et il y en a une qui revient beaucoup, que je ne pourrais pas traiter véritablement, c'est la violence scolaire. Je dis que je ne peux pas la traiter tout de suite parce que ce n'est pas l'objet de mon étude. En plus, on ne l'a pas étudiée véritablement au sein de l'institution dans laquelle je suis. Et c'est quelque chose que nous allons étudier dans un autre système. On va étudier la violence scolaire. Et d'ici 3 ou 4 mois, je pourrai, ou au mois de septembre, venir parmi vous pour qu'on ait un débat sur la violence scolaire, car c'est un débat majeur. Donc, ce que je voulais vous dire ce soir, c'était parler un petit peu de ce que j'avais découvert. Évidemment, j'ai géré l'éducation nationale à des postes divers et variés, qui étaient surtout des postes de direction générale, etc., et même jusqu'à la direction de la communication de ministre. Mais je n'avais jamais eu l'occasion de prendre ce recul sur le métier que je fais à l'intérieur du système éducatif pour réfléchir véritablement aux problématiques très fortes. Je gérais avec beaucoup de ténacité, mais je gérais de très grosses équipes. En particulier, j'ai été directeur des lycées de l'Île-de-France auprès de Jean-Paul Huchon, et donc pendant 6 ans, j'ai géré le patrimoine des 480 lycées de la région Île-de-France. Évidemment, c'était un métier tellement prenant de maître d'œuvre, en quelque sorte, ou de représentant du maître d'ouvrage, plutôt, que j'avais pas le recul nécessaire. Quand je suis arrivé sur le poste que j'occupe encore actuellement, c'est la raison pour laquelle je suis un peu, je verrai le montage, parce que je suis soumis un peu à l'obligation de réserve, puisque j'occupe toujours ce poste. Là, on a véritablement eu le temps. Et donc, on s'est intéressé, comme je vous le disais en introduction, à l'école primaire. Et on s'est rendu compte que l'école primaire, dont on disait que c'était la meilleure école du monde, c'est ça qu'on nous avait véritablement seriné toujours cela. On a l'école maternelle et l'école primaire, l'école élémentaire, la meilleure du monde. Et le collège, c'est le maillon faible du système éducatif, etc. etc. C'était les images. Alors, on a voulu regarder un peu plus près les images. On s'est dit, on ne va pas commencer par le collège, parce que tout le monde nous dit que le collège, c'est le maillon faible du système éducatif. Pourquoi l'est-il? On va d'abord commencer par l'école primaire, puisqu'au gros, tout le monde nous dissuade, passez votre chemin en quelque sorte. L'école primaire, ça marche très bien, le meilleur du monde. Donc, on s'est dit, premier rapport à rendre au chef de l'État en 2007, l'école primaire. Alors, avant d'attaquer les résultats de l'école primaire, ça va faire l'objet, dans quelques minutes, des constats que je veux vous donner et que vous connaissez probablement. On peut regarder les choses, c'est un peu le verre à moitié plein, à moitié vide. Hein. On peut regarder les choses d'un côté avec le système éducatif tout entier, en tous les cas l'école obligatoire, de 6 à 16 ans, on peut le regarder avec un œil optimiste. Et puis, moi, c'est pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est de regarder les élèves les plus faibles, ceux qui sont en désespérance, ceux qui sont humiliés, parce que le système scolaire ne leur donne pas toute leur place. Et donc,
on peut partir du préalable. Il est tout à fait important de dire que la France consacre à son éducation un budget considérable. C'est important, parce qu'on pourrait nous dire, on nous a dit tout à l'heure les moyens, etc. On met dans le budget de l'éducation nationale, qui est le premier budget de l'État actuellement, encore, c'est en 2012 que nous basculons. Nous allons devenir le deuxième budget de l'État, parce que nous allons être battus par la charge de la dette, qui va devenir le premier. Donc nous mettons tous ensemble, les citoyens, 135 milliards d'euros chaque année dans l'éducation de nos enfants. C'est une somme considérable, et parmi les pays de l'OCDE les plus riches, dont nous faisons partie, nous sommes bien placés. Et la massification des années 60, qui ressort de ce budget-là, a permis quand même d'incontestables succès, puisque, évidemment, on scolarise toute une génération à 16 ans, parce que c'est la loi, mais au-delà de la scolarité obligatoire de 16 à 18 ans, par exemple, on scolarise 90 à 95% des enfants, ce qui est quand même considérable. Et la scolarité obligatoire qui n'est pas obligatoire s'agissant des 3 à 6 ans, par exemple, la moyenne section de la maternelle, la grande section de la maternelle, on scolarise la totalité d'une génération, 100%. Il n'y a qu'au niveau de la scolarisation des 2 ans que là ça pose problème, à la fois pour des raisons de moyens budgétaires, et c'est vrai que là on a une défaillance, puisqu'on est seulement à 18 ou 20% de scolarisation des enfants de 2 ans, alors qu'on était à 30-32%. On a baissé, on a régressé sur la scolarisation des 2 ans, et ça c'est un vrai problème dans les quartiers défavorisés, où de mon point de vue il faudrait scolariser davantage les enfants de 2 ans. Il faudrait les prendre, en fait, il faudrait faire en quelque chose, en effet, pour aider les familles les plus en difficulté. Ça, on a baissé de ce point de vue-là, puisque, encore une fois, on a baissé la scolarisation des enfants de 2 ans. Alors, évidemment, pour la scolarisation des enfants de 2 à 3 ans, vous savez, il y a des problèmes, les psychologues, les médecins ne sont pas tous d'accord. Beaucoup se battent contre, en se disant que véritablement un enfant de 2 ans ne doit pas être scolarisé, ne doit pas être dans la petite section de maternelle, mais doit être véritablement soit dans un jardin d'enfants, soit bien sûr plus formidablement à l'intérieur de sa famille et avec sa mère. Alors, donc, ça c'est la version, ou c'est la vision un peu optimiste de l'éducation. On a beaucoup d'argent. Pour sur ces 135 milliards d'euros, par exemple, il faut savoir que, au moins vous saurez cela, la Direction générale d'enseignement scolaire, qui à Paris gère, au ministère de l'Éducation nationale, gère la totalité de la scolarité de 2 ans jusqu'à 16 ans, jusqu'au baccalauréat, jusqu'à 17 ou 18 ans. Cette Direction générale d'enseignement scolaire, elle absorbe la totalité du revenu, du produit de l'impôt sur le revenu, la totalité. On est à près de 60 milliards d'impôts sur le revenu. Donc, en effet, chacun d'entre nous, lorsque nous versons chaque année notre contribution à l'impôt sur le revenu, on sait au moins où ça passe. Évidemment, c'est une image, puisque ça tombe dans les caisses de façon indistincte. Mais au moins, c'est une image. Vous savez que le produit de l'impôt sur le revenu va intégralement à la scolarité des enfants, de nos enfants, de 2 ans jusqu'à 18 ans, ou jusqu'au baccalauréat. Donc ça cache un petit peu le déclin de l'école. Je vais y dire assez vite à ce déclin. Il y a aussi des choses qui cachent un peu le déclin, c'est que nous formons toujours aussi bien, il faut le dire, des médecins, des juristes, des physiciens, des ingénieurs, dont les compétences excellent dans la compétition internationale, c'est vrai. Il y a encore des lieux de formation en France qui sont tout à fait remarquables. Nos grandes écoles sont absolument remarquables sur le plan mondial. Polytechnique, HEC, l'Institut d'études politiques de Paris et les instituts politiques de province, mais qui ne sont pas tout à fait du même niveau que Sciences Po Paris, HEC, etc. Bref, nous avons des grandes écoles et des classes préparatoires aux grandes écoles, des CPGE, qui sont véritablement de niveau remarquable. Donc ça marche formidablement. Et puis, il faut bien le dire, je le redirai au moment des comparaisons internationales, il y a 60% d'une génération pour lesquelles l'école ne dysfonctionne pas, fonctionne même formidablement. 60%. Les enfants des familles des classes moyennes, moyennes et des classes moyennes supérieures et des professions libérales,
la scolarisation de leurs enfants ne pose pas véritablement de problème. Ce sont des enfants qui s'adaptent au milieu scolaire. Alors, c'est pas sans difficulté. Bien entendu que chacun d'entre vous va pouvoir me dire que dans un collège de très bonne réputation, il y a tel et tel problème. Mais ça ne nous intéresse pas ce soir. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une vision macroscopique du système. Et on voit bien qu'il y a les comparaisons internationales nous disent bien que le système scolaire, il est formidablement fait, français, il est formidablement fait pour environ 50 ou 60% des enfants. C'est pas beaucoup. Il reste les 40 dont je vais parler dans quelques instants. Alors, cet investissement de la nation et l'élévation du niveau de formation, parce que depuis 1960, le niveau général d'instruction de la population a bien entendu fait un bond considérable. Puisque avant 1959, peu de gens allaient au collège. Il n'y avait que des enfants de bourgeois, de riches, de favorisés qui allaient au collège. À partir de 1959, on ouvre les portes du collège à toute une génération d'enfants. Le général de Gaulle, avec la réforme de Berthoin, ouvre le collège à tous les enfants de France. Alors qu'avant, on en dira un mot sur la 3e, la 4e République et les débuts de la 5e, ce n'était pas le cas. Selon le niveau social que vous aviez au collège, vous n'y alliez pas. Vous alliez avant, vous alliez à la communale. Et quand vous aviez fini la communale, lorsque vous étiez un enfant de pauvre ou un enfant défavorisé, vous arrêtiez au mieux au certificat d'études. Au mieux. Car peu avaient, sur une génération, le certificat d'études. Et donc, les dysfonctionnements dont je vais parler sont cachés à la fois par cet investissement de la nation, qui encore une fois est considérable, et par le fait qu'on a des îlots d'excellence absolument formidables, et qu'il y a quand même 60% d'une génération qui ne souffre pas de l'école. Et pourtant, et c'est là que je regarde ma note, parce qu'il y a un sondage, si vous voulez, on cache un petit peu la réalité aux Français, un peu. Je ne dis pas qu'on le fait systématiquement, sciemment, consciemment, mais on cache un peu cette réalité du déclin de l'école parce qu'on ne veut pas que les Français perdent la foi en leur système éducatif. Il y a une espèce d'osmose qui se produit. On a une passion pour l'école en France, dans beaucoup de pays bien sûr, mais nous, on a véritablement une relation passionnée et passionnelle à l'égard de l'école de la République. À la fois aussi parce que nous sommes des républicains et nous sommes très attachés à l'école. Et je regardais le dernier sondage. Il y a un sondage qui a été fait par Ipsos en septembre 2001. Il a été fait, 2011, pardonnez-moi, 2011. Il a été fait pour la revue Histoire. Je ne sais pas si vous avez vu ce numéro de la revue Histoire en collaboration avec Marianne sur l'état de l'école précisément, où en est l'école au mois de septembre dernier. Et le sondage, la question était la suivante, je la lis. Selon vous, comment fonctionne l'enseignement en France ? Eh bien, les Français ont répondu à 64% mal. Et en soi, le chiffre est évidemment en valeur absolue, il est important, puisque près des 2/3 des Français pensent que leur école va mal, mais c'est surtout, ça dénote une véritable crise de confiance des Français à l'égard de l'école, et surtout, ce qui nous a frappé, c'est qu'on avait posé la même question en 1996, et qu'en 1996, les Français avaient répondu que l'école allait mal à 40% seulement. Donc il y a une espèce de dégradation dans les 20 dernières années, absolument considérable, et le regard des Français, le regard de l'opinion générale sur son école est maintenant un regard lucide, presque réaliste, alors que jusqu'à présent, le regard que portaient les élites, c'était les élites qui savaient. Ce sont les élites qui savent ce qui se passe à l'école, parce que les élites ont peu ou prou lu ou eu sous les yeux les rapports des experts, parce que les rapports des experts sont innombrables sur la situation de l'école. Alors, il y a des signes aussi qui ne trompent pas. Je voudrais vous donner quelques signes qui ne trompent pas et qui me préoccupent. Premièrement, l'explosion de l'enseignement privé. Si l'enseignement privé n'était pas contraint par les règles de l'État, les règles contractuelles, en France, on ne peut pas construire comme ça, librement, etc., puisqu'il faut passer des contrats d'association avec l'État, etc., pour la prise en charge d'un certain nombre de dépenses de l'enseignement privé. Si ces barrières-là n'existaient pas, l'enseignement privé croulerait sous la demande. Croulerait sous la demande. C'est vous dire dans quel état est l'école publique de la République. Il y a un deuxième signe qui m'inquiète beaucoup, qui nous inquiète tous, ce sont ce qu'on appelle les décrocheurs. Vous savez, c'est ceux qui quittent, avant la fin de la scolarité obligatoire, l'école. Ils sont dans la nature. Ils décident de leur propre chef, ces enfants-là, de ne plus aller à l'école. Alors,
je ne suis pas là pour dire quelles sont les mesures que les différents ministres prennent pour essayer de, etc., les allocations familiales, tout ça. Ce n'est pas mon propos ce soir. Mon propos, c'est de dire qu'il y a des dizaines de milliers d'enfants qui, chaque année, décrochent du système scolaire, alors que la scolarité est obligatoire. Ça aussi, c'est un signe très fort du détournement de ces enfants de l'école. Et puis, il y a un troisième signe qui me préoccupe, c'est le fait que nous allons avoir de plus en plus de difficultés, si j'en crois les statistiques de cette année et de l'année dernière, à recruter des enseignants. On va manquer d'enseignants dans les années qui viennent. On va manquer d'enseignants au niveau du master. Évidemment, le master n'a pas arrangé la situation, puisqu'on a prolongé de 2 ans les études universitaires pour arriver à passer un concours d'enseignement, et bien entendu, ça raréfie le potentiel de recrutement des enseignants. Et donc, à la fois la masterisation, dont on peut discuter, est-ce que c'est une bonne chose de recruter à Bac plus 5 plutôt qu'à Bac plus 3, ça on peut en discuter, mais on peut penser, a priori, qu'académiquement, disciplinairement, c'est bien d'avoir un enseignant qui a Bac plus 5, qui maîtrise totalement la discipline qu'on va lui demander d'enseigner. Et qu'en effet, si c'est un prof de physique, il est bon qu'il ait le niveau le plus élevé pour enseigner à nos enfants. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Néanmoins, on peut en débattre. Néanmoins, on en est là. Et ce qu'on constate, c'est que cette année, on a eu moins de candidats dans tous nos concours de recrutement que nous en avions auparavant. Donc il y a une baisse extrêmement importante. En particulier l'année dernière, on a eu sur le professorat des écoles une baisse mais terrible. Et cette année, on a constaté avec stupeur que 1000 postes de professeurs de mathématiques au niveau du CAPES n'avaient pas été pourvus. 1000. Donc voilà, 1000. Donc on va être obligé de faire appel à de l'intérim, du contractuel, du précaire, pour reboucher les trous. Alors, ce qui motive mon intervention, c'est qu'en effet, on voit bien les signes du déclin. Parfois, je dis la quasi-faillite du système éducatif, au moins au niveau de la scolarité obligatoire. Alors je sais que c'est fort, mais je crois qu'il faut frapper un peu très très fort si on veut vraiment se reprendre. Ce qui me préoccupe beaucoup, ce sont les résultats de l'école primaire sur lesquels je vais arriver, parce que on ne sait ce qu'on ne sait pas assez, ou ce qu'on ne dit pas assez, ou ce qu'on ne réalise pas suffisamment, et c'est ça qui me préoccupe beaucoup, qui m'inquiète, c'est qu'ils sont des dizaines de milliers chaque année à être dans le système scolaire sans maîtriser les fondamentaux, le lire, écrire et compter. Et ça, c'est à bas bruit en quelque sorte. On en a bien une conscience, on sait bien, d'ailleurs vos questions sur l'orthographe, sur le niveau de l'entrée en sixième, vos questions déjà étaient révélatrices de ce point de vue-là. Donc, il faut savoir qu'on a des dizaines de milliers, même des centaines de milliers d'enfants qui sont en difficulté sur l'apprentissage des fondamentaux et qui ont des difficultés donc, dès lors que vous ne savez pas lire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, la scolarité vous paraîtra complètement grotesque. Vous n'aurez qu'une envie, c'est de la fuir. Et donc, parce que les gamins qui ne savent pas lire sont des gamins qui sont dans une humiliation permanente, une frustration, une désespérance, et leur famille aussi, Et ça génère de l'échec scolaire, nécessairement ça génère de l'échec scolaire, en quantité, et cet échec scolaire, il faut savoir, vous et moi, il faut savoir que l'échec scolaire sécrète des coûts cachés. Ce sont des coûts plus importants en santé publique, ce sont des coûts plus importants en protection de l'enfance, ce sont des coûts de chômage, parce que tout ça, c'est évidemment des chômeurs en puissance. Donc du RMI, du RSA, c'est également de la prévention de la délinquance et de la lutte contre la délinquance. Tout ça, ça va coûter cher. Donc il faut savoir qu'un jour ou l'autre, tous ces enfants
que nous reléguons. On ne le fait pas exprès, encore une fois. Le système, il est plein de bonne foi, plein de bonne volonté, plein de bonne conscience. Tous ces enfants qui sont dans une véritable relégation nous feront payer un jour la relégation qu'ils connaissent par le système de la République. Alors, les chiffres, c'est le chiffre qui nous a le plus frappé lorsque nous avons pris tous les dossiers. Chaque année, 40% d'une génération ne maîtrise pas ou a de graves lacunes en lecture, en écriture et en calcul. 40%. 40% de génération, il faut savoir qu'une génération qui entre et qui sort de l'école, c'est environ, selon les évolutions démographiques, entre 750 000 et 800 000 gamins. Il y a 750 000 qui rentrent à l'école maternelle et il y en a 750 000 qui vont sortir tout au bout, grosso modo. Donc vous en avez 40%, ce qui représente 300 000. Il faut bien concrétiser la chose, il faut l'incarner la chose. Les pourcentages sont relativement abstraits. 40%, 300 000 enfants ont de graves lacunes à l'école primaire en lecture, écriture et calcul. Alors, sur ces 300 000, il y en a 200 000 qui ont des acquis fragiles ou insuffisants, pour lesquels la scolarité va être redoutable. Et il y en a 100 000 pour lesquels les difficultés de lecture, d'écriture et de calcul sont sévères. Sévères. Vous vous rendez compte, 300 000 enfants qui sortent chaque année du système du CM2, de l'école primaire, dans cet état-là. 300 000. Ça fait, alors nous savons cela depuis environ 10 ans. Enfin, on le sait sûr, la première étude, d'autres études nous l'avaient dit, mais il y a une enquête internationale qui s'appelle PIRLS, vous pouvez consulter, PIRLS, P-I-R-L-S, PIRLS, 2001, qui nous a avertis déjà. Donc si vous comptez, ça fait 10 ans qu'on sort, à chaque génération, chaque année, le mois de juin, 300 000 gamins qui ne maîtrisent pas la lecture, l'écriture, ça fait 3 millions, hein. Ça fait 3 millions, hein. C'est pas... Et ces enfants, bien entendu, ces enfants qui maîtrisent mal, ou qui maîtrisent très mal, hein, 200 000 mal, 100 000 très mal, ces 300 000 gamins, il va falloir qu'ils aillent au collège. Il n'y a pas d'examen d'entrée en 6e, on en discutera, on en débattra, j'y suis hostile, mais Dieu qu'il n'y a pas d'examen d'entrée en 6e, c'est Jean-François Copé qui disait qu'il fallait en rétablir un, je suis tout à fait hostile à cela, mais on en discutera. Donc ces enfants, de par la loi, parce que la loi dit que c'est l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans, il faut qu'ils aillent au collège, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix. Ils vont au collège, et l'entrée au collège, c'est l'entrée dans le long couloir de l'illettrisme. C'est rentrer pendant 4 ans, au moins, parce qu'ils vont redoubler, c'est rentrer au moins dans un endroit où ils comprennent à peine ce que leur prof leur demande. Ils sont bien incapables de suivre. On ne leur a pas donné les fondamentaux. L'école primaire de la République ne leur a pas donné les fondamentaux. Et donc, ne nous étonnons pas que ces enfants-là, nous allons quasiment les retrouver tout au long du collège, dans l'état dans lequel ils sont rentrés. On va en sauver quelques-uns, Le collège va arriver à en sauver quelques-uns, bien entendu. Mais ça n'est pas le rôle, notre problème français, c'est de penser que, en définitive, le problème qu'on n'a pas su résoudre à un niveau, on va le reporter sur le niveau suivant. C'est ça notre système français. C'est formidablement réjouissant. Personne ne se sent responsable. Ils ne savent pas, pour des raisons diverses, les familles défavorisées, etc. etc. Donc, moi, je n'ai pas su faire apprendre à lire, mais mon collègue prof de collège en 6e et en 5e va certainement le faire, lui, etc. etc. Au final, quand les enfants sortent du système scolaire obligatoire et rentrent en première année de CAP, BEP, difficilement, là aussi. C'est-à-dire que ces enfants-là, on est obligé de les garder, puisqu'ils ont l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans. On en fait quelque chose, et au conseil des classes, ou au conseil de classe de 3e, qu'est-ce qu'on en fait? On ne fait évidemment pas les envoyer en enseignement général, puisqu'ils ne savent quasiment pas lire, écrire et compter, ou mal. On va les affecter où? Dans l'enseignement professionnel. Voilà, là c'est formidable là aussi. Dans l'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel, c'est l'orientation par l'échec. Ne vont dans l'enseignement professionnel que les enfants qui ont tout à fait été gâchés par l'école primaire et par le collège. Comment voulez-vous dans ces conditions? Moi, je suis admiratif de l'enseignement professionnel français et des professeurs qui y enseignent.
Parce qu'ils arrivent quand même, pour un grand nombre d'enfants, grâce à leur pédagogie particulière, qui n'est plus la pédagogie du collège, mais qui est une pédagogie où on fait plus appel à l'intelligence de la main. Parce qu'on dira tout à l'heure, au cours de notre débat, on verra bien que la France, elle a privilégié l'enseignement abstrait, déductif. C'est ce qui fait notre malheur, puisqu'il n'y a que ça qui compte en France. Et dans nos cursus, il n'y a que ça. L'enseignement de l'intelligence de la main, l'enseignement inductif, comme on dit, n'est jamais pris en compte. Et donc on arrive à l'enseignement professionnel, où enfin, l'enseignement de la main, il est pris en compte. On peut sauver les enfants comme ça. Donc moi, je tire mon chapeau devant l'enseignement professionnel français. Et donc, malgré ces efforts qui sont faits en première année de CAP ou de BEP, il y a quand même, et vous l'avez souligné, puisque j'ai relevé au moins 3 ou 4 questions qui portent là-dessus, il y a quand même 150 000 enfants qui sortent chaque année sans diplôme et sans qualification du système éducatif français. 150 000. Et c'est ce chiffre-là qui doit c'est un chiffre insupportable. Normalement, ça devrait être un chiffre inacceptable. Et la société française que nous présentons, elle ne devrait pas l'accepter. 150 000 sortent sans diplôme, sans qualification. C'est-à-dire ce sont des condamnés à l'exclusion. Car dans une société comme la nôtre, une société qui est très pédagogisée en quelque sorte, où le diplôme est capital, d'ailleurs, non seulement c'est dans nos têtes et dans notre culture, mais c'est également dans les statistiques. On a un job et on arrive à s'insérer, pas toujours au niveau où on le souhaiterait, c'est vrai, mais on arrive à avoir un job et un emploi et une insertion sociale que si on est diplômé en France. C'est clair. Tous ceux qui nous raconteront que, etc. L'histoire de la 3e, de la 4e République, voire de la 5e, la méritocratie, celui qui est parti de rien, il est sorti d'école primaire quasiment, ou avec son brevet, son BEPC, et il est devenu milliardaire. Il a créé une entreprise. Peut-être que vous m'en trouverez, peut-être. Hein, vous allez m'en trouver encore. Un autodidacte qui est devenu, etc., qui n'avait pas de diplôme, et qui s'est inséré merveilleusement à la société française. Ça n'existe plus. Il faut un diplôme maintenant. Il faut un diplôme. C'est la religion du diplôme que la société française a sécrétée, sous le poids des difficultés économiques aussi. Des difficultés économiques. Parce que ça, c'est le constat. Le constat du déclin de notre école. Et ce que je voudrais dire, j'aurais peut-être dû le faire en préalable, c'est que je ne veux pas être un déclinologue, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce que je suis avant tout, et je le dis avec solennité, je suis un républicain. Et parce que je suis un républicain, je suis extrêmement angoissé devant la dégradation de notre école publique. Parce que je pense encore une fois que l'école de la République, c'est l'école où tous les enfants, quelle que soit leur appartenance sociale, devraient pouvoir se retrouver. Et c'est le seul endroit où on va se retrouver, puisque maintenant il n'y a plus rien qui se retrouve. On se retrouve tous ensemble jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans. Jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Donc l'école de la République, on n'a qu'un objectif, on devrait avoir qu'une mission, qu'un devoir, c'est de la rétablir dans toute son intégrité, son identité, son efficacité. C'est ça qui me préoccupe beaucoup. Madame. Bon, c'est un échec de l'école primaire apparemment. Pourquoi on en est arrivé là? Et pourquoi les parents mettent les enfants maintenant dans les écoles privées? Quelle est la différence? Quelle est la différence qui fait que les enfants travaillent mieux, sont mieux considérés Et pourquoi l'encadrement, on le verra. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas répondre à cette question tout de suite. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on voit un peu quelles sont les solutions. Parce que, si vous voulez, avant qu'on passe aux solutions, c'est vraiment présomptueux de ma part et de la part de chacun d'entre nous de dire qu'il y a des solutions. Le problème est tellement complexe. Mais est-ce qu'on sait pourquoi l'école est allée vers cet échec? Il y a beaucoup de choses. C'est un faisceau de causes, de difficultés. Une des causes comme ça, là, puisqu'on doit parler d'une cause, il y a une chose quand même qui est quand même troublante, c'est l'absence de formation pédagogique des enseignants. Personne, vous devriez même pas poser la question, vous devriez vous dire, mais c'est tout à fait curieux, nos enseignants, enfin, c'est extraordinaire. Les hommes et les femmes
à qui on confie ce qu'on a de plus cher, c'est-à-dire notre progéniture. On n'a rien de plus cher, rien. Eh bien, on leur confie nos enfants, et la société française n'est pas plus outrée que cela, que ces enseignants, ces hommes et ces femmes, qui sont très respectables, hein, je ne veux vraiment pas les stigmatiser, ils n'aient aucune formation pédagogique depuis 2 ans, 2 ou 3 ans. Hein, ce qui veut dire... Excusez-moi, c'est pas plus de 2 ans qu'il y a le problème. Moi, Non, mais ça accentue. Non, mais je suis d'accord, puisque j'ai dit que ça faisait 10 ans. Non, mais bien entendu, vous avez mille fois raison. Bien sûr. Nos chères têtes blondes dans les mains de l'éducation. Bien sûr. Et on est sidéré Bien sûr. d'apprendre que finalement, à part des connaissances théoriques, finalement, les enseignants ne vont pas se faire... Bien sûr, mais ça en a ajouté beaucoup, vous savez, ça en a ajouté beaucoup. Et ce que nous sommes en train de dire ici, ça sera mesuré par les indicateurs dans 2, 3, 4 ans, 5 ans. On vient de finir le PISA 2009, qui est, vous savez, l'évaluation internationale à laquelle on se réfère toujours. 2009 vient d'être fait. On a une évaluation dans 3 ans, hein, c'est tous les 3 ans. En 2012, moi je sais déjà quels sont les résultats de 2012. La France va chuter encore dans les résultats. Et je suis à peu près convaincu qu'en 2015, ce sera la même chose. Il faut dire peut-être des choses. Par rapport à la différence publique-privée, il faut quand même aussi regarder les choses qui peuvent être comparables. Il y a quand même un effet pas négligeable dans la réussite des études, et Pierre nous en a dit un petit mot à un moment donné, c'est quand même l'origine sociale. Effectivement, on sait que les classes moyennes réussissent mieux leurs études globalement que les classes défavorisées, et à quelques exceptions près, c'est vrai que dans le privé où l'enseignement est payant, on est quand même dans les classes moyennes ou des classes supérieures. Donc il y a quand même un effet social. Le deuxième élément, il est aussi d'ordre psychologique, parce qu'on pense que dans le privé, les enfants seront mieux encadrés. Et il est vrai que dans certains établissements, il y a des postes financés par les frais de scolarité, donc des postes en plus, notamment de CPE, de surveillants, etc. Et puis, il y a davantage d'homogénéité culturelle, notamment dans l'enseignement privé confessionnel, où au moins on s'attend à le trouver que dans l'école publique. Par rapport à la formation des enseignants, il y a une formation pédagogique qui s'est dégradée. Par contre, c'est sur la question du mode de recrutement ou du mode de sélection, où on est un des rares pays, si j'en crois l'étude déjà ancienne de Morin, qui disait qu'avec le Luxembourg, finalement, on est quasiment le seul pays à recruter nos enseignants sur des critères de connaissance de la discipline, plus que de connaissances pédagogiques ou d'adhésion au métier. Et c'est vrai que... Oui. Ils ne connaissent pas le métier quand ils sont... Moi, je voudrais un peu te contrer par rapport à l'école privée. Si je mets mon enfant à l'école privée, quand il y a études, je sais où il est. Ce qui n'est pas vrai dans l'école publique. Non mais Eric l'a bien dit. Enfin, il l'a pas exclu en tout cas. Non, je sais bien. C'est très important ce qu'Eric a dit. Évidemment, le milieu social de recrutement de l'enseignement privé est quand même pas tout à fait le même que... L'école publique, par définition, l'école publique de la République, elle accueille tous les enfants. Quelle que soit leur origine ethnique, confessionnelle, religieuse, quelle que soit leur origine de pays. Je ne dis pas que l'enseignement privé fait du tri et de la sélection. Néanmoins, compte tenu en effet du fait que les parents peuvent penser que ça va coûter un peu plus cher à l'école privée, ont du mal pour les enfants des classes les plus défavorisées ou pour les familles les plus défavorisées à mettre leurs enfants à l'école privée. Et donc c'est l'école publique qui en effet les accueille. Et très heureusement. Et par ailleurs, vous avez mille fois raison, beaucoup le savent ici, un gamin qui rentre dans l'école privée à 8h du matin et il n'en sort qu'à 17h, quand ses parents, enfin ça dépend du niveau dans lequel il est, mais il reste à l'école. Il reste à l'école, ce qui n'est pas complètement le cas du collège, ce qui n'est pas complètement le cas du lycée, bien entendu, ce qui n'est jamais le cas du lycée. Il y a des moyens, en effet, qui leur permettent d'assurer un suivi des élèves plus important. Mais enfin, on ne va pas discuter ce soir des mérites respectifs de l'école privée et de l'école publique, c'est pas complètement le sujet. Je voudrais dire 2 choses sur le constat, encore, et puis je te laisse passer aux questions. D'abord, que ce que je viens de vous dire est confirmé par les évaluations internationales. Alors les évaluations internationales, celles à laquelle on se réfère toujours, je le dis pour ceux qui ne sont pas familiers du système, hein, c'est un système toujours un peu compliqué, c'est une enquête qui s'appelle PISA, c'est une enquête de l'OCDE. PISA, c'est le Programme international de suivi, en français, c'est le Programme international de suivi des acquis des élèves.
C'est un programme, c'est une enquête qui a lieu tous les 3 ans, depuis l'année 2000, et qui a lieu sur 3 thématiques: la compréhension de l'écrit, c'est pas tout à fait le français, c'est la compréhension de l'écrit, les mathématiques et les sciences. Chaque 3 ans, il y a une thématique de prédilection, mais de toute façon, les 3 thématiques sont évaluées. Donc on a environ 65 à 70 pays, OCDE et hors OCDE, qui participent à cette enquête. On évalue les compétences dans ces 3 thématiques des enfants qui ont l'âge de 15 ans. On ne s'occupe pas du tout du niveau de la scolarité qu'ils ont atteint. Simplement, c'est l'âge qui nous détermine. 15 ans. On leur fait passer des tests à 15 ans. Donc toutes les écoles, enfin un certain nombre d'écoles qui sont sélectionnées dans les pays participants font passer des tests aux enfants de 15 ans. Alors vous avez des enfants de 15 ans qui sont encore en 3e. Normalement à 15 ans on est en seconde. Mais enfin, quand on a une scolarité normale sans redoublement, on est en seconde à 15 ans. Et il y en a qui ont redoublé une fois, ils sont à 15 ans, ils tombent dans une classe, ils sont en 3e, on peut en trouver en 4e, etc. Et donc c'est très hétérogène. Et évidemment, notre système français qui privilégie le redoublement, par rapport aux pays nordiques et à beaucoup d'autres pays au monde, nous sommes les champions du monde de redoublement. Il faut savoir que nous sommes les champions du monde de redoublement. Donc, on fait redoubler nos enfants voilà, on fait redoubler nos enfants. C'est le système que nous avons trouvé et contre lesquels on essaye de lutter, mais on pourra en dire un mot, puisque de toute façon, il y a une question sur le redoublement. Néanmoins, nous sommes maintenant dans une moyenne. La moyenne est à 500 des résultats, et nous sommes un peu, on est en train de perdre des places à chaque enquête PISA, on perd des places, et la dernière enquête PISA 2009, nous avons perdu, nous étions, voilà, en compréhension de l'écrit, en 2006, nous étions en 10e rang, et maintenant nous sommes au 17e. En culture mathématique, on a perdu 14 points. Il n'y a en culture scientifique qu'on n'a rien perdu entre 2006 et 2009. Bon, néanmoins, on est dans une moyenne. Alors pourquoi est-on dans une moyenne? Ce n'est pas la moyenne qui nous intéresse. Ce n'est même pas l'idée de savoir qu'on est à 496 au lieu de 500, etc. Ça importe peu. Ce qui importe, c'est de regarder la répartition de nos élèves sur la grille de l'enquête. Et on s'aperçoit qu'on a une élite française de très bon niveau. Très bon niveau. On a 10% de nos élèves, sur les 100% de génération, de cette enquête, on a 10% qui se situent dans le niveau, dans le groupe le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. Donc, premier résultat de cette enquête, on a une élite de très grand niveau. Simplement, elle est numériquement très faible. 10%, c'est un peu moins de 10%, c'est 9,7%. C'est trop petit. C'est trop petit. Si on voulait peser, ou si on veut peser dans les années qui viennent, dans la recherche appliquée, dans la recherche fondamentale, si on veut peser en matière d'investissement et de matière grise, etc., il faudra véritablement qu'on muscle quand même cette élite qui est vraiment repliée sur elle-même, mais qui est de très bon niveau. Et en revanche, on a remarqué dans cette étude de 2009 que dans le bas du tableau, pour la France, le nombre d'élèves faibles, fragiles, en difficulté, croissait d'une enquête sur l'autre. De 2006, on était à 2006 en compréhension de l'écrit à 15,2% d'élèves en grande difficulté dans la compréhension de l'écrit pour la France, c'est-à-dire on était déjà mal placé. On est passé en 2009 à 19,8%. Alors, c'est des pourcentages un peu abstraits, mais pour ceux qui sont mathématiciens, vous voyez bien qu'on est avec une augmentation de 33%. 33% d'élèves faibles, notre groupe d'élèves faibles, et c'est ça qui nous plombe, et c'est ça qui fait qu'on est à peine à la moyenne. C'est parce que le groupe des élèves faibles, fragiles, en difficulté, en France, croît d'enquête en enquête. Et donc, on peut en conclure que pour les uns, l'école, c'est le meilleur système du monde, l'école française est le meilleur système du monde, et pour les autres, c'est un des plus mauvais des pays développés. C'est un des plus mauvais des pays développés.
Donc c'est 50%, c'est à peu près quand vous regardez PISA, regardez 2009, vous verrez. 50% sont au-dessus de la moyenne en quelque sorte, et 50% sont au-dessous de la moyenne. La population scolaire par PISA est partagée en deux, véritablement. Et on retrouve grosso modo nos 60-40 de tout à l'heure. Donc les comparaisons internationales sont tout à fait probantes de ce point de vue-là. Et du coup, moi j'en conclus qu'on court vers une école à deux vitesses, une école de l'élite pour les enfants des milieux défavorisés, et une école populaire de l'autre, où les difficultés s'annonçaient. Ça, c'est le premier point. Alors, vous dire une chose, c'est que, s'agissant des évaluations internationales dont je vous parle, Pearls tout à l'heure, PISA maintenant, il faut savoir que la France a eu des réticences. On a eu du mal à rentrer véritablement dans les évaluations internationales. On n'aime pas se comparer. On a toujours cherché, on a toujours trouvé des biais culturels. On n'a pas les mêmes cultures que les Turcs, que les Finlandais, que les Suédois, que les Japonais, puisque maintenant les Japonais, etc. On a toujours trouvé des biais culturels. On a toujours pensé aussi que les tests QCM n'étaient pas adaptés à la culture des Français et que c'était pas bon, etc. Bref, on a trouvé tous les arguments ou toutes les arguties possibles pour éviter de rentrer dans les évaluations internationales. Et puis sous la pression quand même, on y est rentré en 2000. Mais il y a beaucoup d'évaluations internationales en mathématiques et en sciences où on n'est pas encore totalement présent. Notre place est vide. Donc on a un vrai problème. La France a du mal à se comparer. Est-ce que c'est notre fierté hexagonale qui fait qu'on a du mal à se comparer et que parce qu'on a été les meilleurs, on a été très bons, on a du mal à être sous la loupe des examinateurs de l'OCDE qui vont montrer ce qu'ils montrent, c'est-à-dire que nous sommes loin d'avoir le meilleur système éducatif du monde, mais très très loin. Alors, je voulais vous dire, et puis je m'arrêterai là, après on entamera le débat, et on fera la deuxième partie, c'est-à-dire pourquoi on en est là, c'est-à-dire quelles sont les résistances, de mon point de vue, quelles sont les résistances. Il y a des résistances très fortes. Si on n'arrive pas à les appréhender, ces résistances, on ne va pas pouvoir comprendre pourquoi on en est, pourquoi j'ai fait ce constat-là. Et puis, quand on aura fait l'état des résistances de mon point de vue, j'en ai 2 ou 3 à vous donner, on essaiera d'esquisser quelques solutions pour sortir du déclin. De l'école primaire seulement, hein, je suis modeste, hein, je ne vais pas jusqu'à la fin de l'université, de l'école primaire, puisque c'est ça qui me préoccupe beaucoup comme républicain. Donc, je voulais vous dire simplement que une des singularités du système éducatif, ce qui mine le système éducatif français au niveau de l'école obligatoire, c'est à la fois les résultats dont je viens de vous parler, mais qui sont très liés, ces résultats, aux inégalités. Les inégalités sociales pèsent d'un poids considérable sur les destins scolaires. Considérable. En vérité, mais c'est peut-être un truisme ce que je vais vous dire, et puis les instituteurs, les professeurs des écoles, les professeurs des maternelles pourraient me le dire, mais on sait quel est le devenir d'un enfant dès son entrée dans la maternelle et dès qu'il est arrivé au cours préparatoire. Mais vous savez que cette constatation que je fais là, évidemment, elle est d'évidence. Tout prof de maternelle vous dirait, mais je sais très bien ce que va devenir ce petit garçon qui vient d'arriver dans ma classe, il a 3 ans, il ne maîtrise absolument pas le français, je sais quel est le milieu social dont il est issu, je sais il a une mère, le père ça fait longtemps qu'il n'est pas là, il vit dans un ghetto, etc. Donc les profs de maternelle vont vous dire, je sais ce qu'il va devenir à 15 ans, je le sais. Mais vous vous rendez compte que c'est absolument... Moi, c'est ça qui m'effraie. C'est de savoir que le destin d'un petit garçon ou d'une petite fille est joué à 3 ans, à 4 ans. Et qu'à l'arrivée au cours préparatoire, on sait quel est le destin scolaire. C'est ça qui est insupportable. Je trouve que c'est ce que la société ne devrait pas supporter. Elle devrait se dire, bon, je prends ce petit garçon, cette petite fille, il a 3 ou 4 ans, et je sais que je vais le garder avec moi, puisque c'est la mission de l'école de la République jusqu'à l'âge de 16 ans. Je suis obligé de le garder pendant 12 ans. Mais pendant 12 ans, j'essaye d'en tirer quelque chose. Et j'essaye au moins de lui faire apprendre à lire, à écrire et à compter, pour qu'il ne soit pas dans les cohortes dont je viens de vous donner les chiffres. C'est ça qui me paraît proprement ahurissant, que la société française puisse accepter cette situation. Parce que un gamin qui arrive, ce qu'on mesure bien, c'est que l'école n'arrive pas à rattraper. Alors je sais bien que
l'école, il ne faut pas la rendre responsable de tout, y compris de la question sociale. Ce qui est prégnant en France, ce qui est numéro 1 en France, c'est quand même la question sociale. C'est quand même le problème des inégalités sociales. C'est le problème quand même du groupe des plus pauvres qui croît de façon continue et forte d'année en année. Donc on ne va pas demander à l'école de régler la question sociale, la question des quartiers, la question de l'immigration, on ne va pas lui demander ça, c'est impossible. C'est la charger à tort et sans profit. Néanmoins, je pense qu'elle a une mission. Elle ne va pas pouvoir rendre riche un petit garçon de 3 ans qui arrive à l'école complètement pauvre et dans un état de déshérence totale. C'est vrai. Mais l'école devrait, pendant les 12 ans pendant lesquels elle l'a, elle devrait pouvoir. En tous les cas, c'est mon souhait. Je pense qu'il faut qu'on voit ensemble quels sont les voies et les moyens pour y parvenir, mais on devrait pouvoir se dire que son destin n'est pas fixé à 5 ans et que de toute façon, c'est terminé. Or, on voit bien les études de tous les sociologues de l'éducation et des laboratoires universitaires qui étudient ça, on voit bien qu'on peut rien faire. Que l'école profite surtout à ceux qui sont issus de familles favorisées et qui ont surtout un capital culturel d'ailleurs. C'est même le capital culturel maintenant qui est presque plus fort que le capital économique. Pour qu'un enfant réussisse, il faut que dans sa famille, il y ait un capital culturel que lui-même puisse partager, que sa famille puisse partager avec lui. Et on voit bien, en effet, que l'école est parfaite pour tous ces enfants qui arrivent à l'école, au cours préparatoire, avec un capital culturel. Et même, les écarts se creusent. Les écarts se creusent. Vous prenez un enfant avec un capital culturel qui arrive au cours préparatoire, un enfant de famille défavorisée qui arrive avec rien. Vous les retrouvez au CM2, l'écart s'est accru entre l'enfant de famille favorisée et l'enfant de famille défavorisée. C'est accru. On pourrait penser qu'au moins il est constant. L'école ne pouvait rien faire. Non seulement ce n'est pas cela, mais l'écart s'est accru. Voilà, j'en ai terminé, je vous laisse maintenant la parole. Juste quand vous dites ça, si j'ai bien compris, vous mettez en cause, effectivement, enfin vous mettez toute la cause sur l'enseignant et sur sa capacité à prendre l'enfant et à l'emmener avec lui. Donc pas sur sa compétence, mais sur sa volonté de faire son métier dans un bon sens. J'ai jamais dit cela. Je comprends bien que vous puissiez déduire de mes propos ce que vous dites. Cependant, je ne veux pas que ce soit cela, parce que c'est vrai que vraiment stigmatiser un des acteurs, ça m'embêterait. Stigmatiser les enseignants n'a pas de sens. Alors véritablement, pour moi, c'est un problème de société tout entière. Je pense même que dans cette salle, nous sommes, à un titre ou à un autre, tous, mais tous, responsables. Et s'il y a des enseignants, il ne me viendrait pas à l'idée, dans cette salle, s'il y a des enseignants, il ne me viendrait pas à l'idée de les pointer du doigt, pas du tout par l'électoralisme, ne me présente à rien. Mais pour leur dire, ben oui, évidemment, c'est vous qui détenez la clé de la lecture, n'est-ce pas? Vous avez appris à faire lire les enfants, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez pris la mauvaise méthode, la globale, la mauvaise... Qu'est-ce qui vous arrive? Mais ça ne m'intéresse pas, ça n'est pas ça. Et je pense que ça n'est pas ça. Je pense que ça n'est pas ça du tout. Je pense que nous sommes tous responsables. Je pense qu'on ne donne pas suffisamment de moyens à l'école primaire, je pense qu'on ne forme pas les enseignants, je pense qu'il y a des querelles idéologiques en France qui sont terribles, et je voudrais bien qu'on en débatte dans la deuxième partie. Vous voulez intervenir là? Moi, je pense que l'analyse, elle est que le corps enseignant est très bien conçu pour les enfants qui sont aptes à suivre, mais il y a des enfants qui arrivent à l'école handicapés, en situation de handicap. Ils ne maîtrisent pas, enfin, j'ai suivi une formation l'année dernière, enfin, il y avait M. Bendolila qui était venu faire une intervention au modèle, et il nous disait que l'enfant qui arrive dans les premières classes, s'il ne maîtrise pas plus de 100 mots de la langue française, comment voulez-vous qu'il comprenne ce que l'enseignant lui dit? Et je pense que c'est là le problème. Il faut déjà, je pense, s'attaquer à la base, et pendant, je ne sais pas, 1 an, ou que sais-je. Non, mais il faut prendre l'enfant, vous avez raison, madame, il faut prendre l'enfant comme il est. Bah, il faut prendre l'enfant comme il est, ou essayer de lui donner... Non, mais j'entends bien le problème. La faculté de comprendre. Mais bien entendu, mais vous avez raison. Non, mais je suis complètement d'accord, c'est bien pour ça qu'on ne peut pas accabler les enseignants. Il faut prendre l'enfant comme il est. Il a 100 mots, alors que celui du fils, il en a 1000. Il a 100 mots. Il a 100 mots. Eh bien, il faut évidemment mettre des moyens à ce moment-là. Des moyens considérables. S'il faut mettre un deuxième prof dans cette classe,
préparatoire ou cette grande section de maternelle, s'il faut mettre un deuxième prof, je ne sais pas quelle est la solution. Si on l'avait trouvé, je pense qu'on l'aurait. Mais s'il faut mettre un deuxième prof pour prendre, pas complètement à part, hein, parce qu'il y a un problème de stigmatisation. Hein, il faut que dans l'enceinte de la classe, s'il y a un deuxième prof qui est là pour prendre cet enfant qui n'a que 100 mots, pendant que l'autre prof s'occupe de ceux qui en ont 4 ou 500, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça n'est pas la faute de l'enseignant. Justement, pour rebondir par rapport à ce que vous dites, par rapport à l'égalité du primaire, est-ce que justement cette acquisition du vocabulaire, etc., on ne peut pas axer comme dans les écoles du Nord, Suède, etc., sur l'école maternelle? Oui. Oui, on peut axer. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants essayaient de prendre dans les quartiers défavorisés, mettre les structures pour accueillir les enfants des 2 ans et pour les aider à l'apprentissage à la langue française. Oui, bien sûr. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense, en effet, il ne devrait même pas y avoir de débat. Il faut mettre les moyens sur l'école primaire en France. L'école primaire, ça comprend la maternelle et l'école élémentaire. Hein. Donc, je dis que si la France a un effort à faire, si les candidats à la présidence étaient raisonnables, ils ne me raconteraient pas qu'il faut voir l'université, le lycée, etc. Il faut voir l'école primaire. Bon, il faut même aller, à mon sens, il faut remettre des moyens sur l'école obligatoire, qui comprend également le collège, mais surtout l'école primaire et l'école maternelle. C'est la priorité absolue d'un républicain, c'est ça. C'est pas la peine de nous raconter qu'on va créer des dizaines de milliers d'emplois ou qu'on ne saura pas où les mettre. Il faut concentrer les moyens sur... Et comme je le disais tout à l'heure à l'un de nos amis, la France est le pays d'Europe qui met le moins pour son enseignement primaire, le moins d'argent pour son enseignement primaire. Il faut savoir que grosso modo, on met environ... Alors je ne vous accable pas de chiffres, mais il faut quand même les connaître. On est à peu près à 5 500 € par an pour un enfant du primaire. On est à peu près à 6 000 € pour un collégien. On n'est pas loin de 10 000 € pour un lycéen. Et on n'est pas loin de 15 000 € pour un élève de classe préparatoire aux grandes écoles. Bon, ça veut bien dire que il pleut toujours là où c'est mouillé. Hein? C'est vraiment un système de reproduction. Vous vous rendez compte? Alors, l'élite dont je vous ai parlé, qu'elle était parmi la meilleure du monde, c'est 10%. Hein, où on va recruter des énarques, des HEC, des polytechniciens, etc., etc. Il est clair que la France a fait le choix, inconscient, on ne l'a pas soumis à référendum, personne ne l'a vraiment vu. Mais les élites qui se reproduisent de façon naturelle, c'est la reproduction des élites, elles sont au pouvoir, voilà, donc elles ne vont pas se combattre. Donc, elles vont en effet mettre de l'argent là où on va faire la formation la plus importante de l'élite. 15 000 € pour un gamin de classe préparatoire, 5 500 pour un élève du primaire. Alors, quelle est la différence? Moi, je comprends la différence quand c'est des formations technologiques lourdes, qui demandent des investissements matériels, numériques, etc. etc. J'ai connu ça quand j'étais directeur de lycée. On me disait toujours, dans un lycée poissien de technologie, qu'il faut acheter des machines numériques, à commande numérique, qui coûtaient des millions d'euros. Et donc, évidemment, ça coûtait cher. Mais on n'en est pas là. On est dans l'enseignement général. L'enseignement général, ça coûte pas cher. Ça coûte simplement, quand on est dans le lycée ou au CPGE, des options. Hein, des options, 3 élèves, un prof. D'accord? Ça coûte. Ça coûte. Ça coûte cher et les chiffres sont là, sous nos yeux. La France a choisi. Elle a choisi délibérément son second cycle parce qu'elle ne veut pas sacrifier de quelque manière. Et c'est très blasphématoire ce que je dis. Parce qu'évidemment, l'élite ne supporterait pas qu'on puisse dire qu'en effet, il faudrait donner un peu moins d'options de chinois, de japonais, etc. dans les lycées et les classes préparatoires aux grandes écoles pour donner un peu plus à la maternelle et à l'école élémentaire française. Je pense que c'est blasphématoire. Là, je suis en train de casser quelque chose. Le problème, c'est de faire un choix politique, un choix de société. Est-ce qu'on veut, oui ou non, mettre fin à ce que j'ai essayé de montrer? Est-ce qu'on veut, oui ou non, rétablir une certaine égalité à l'école primaire, maternelle et élémentaire? C'est tout. Après, c'est un choix. Moi j'ai fait mon choix, mais chacun peut faire son choix. Et d'autres ont fait bien d'autres choix que le mien. Mais ça, c'est un problème politique. Moi, on a parlé de l'école, mais je pense qu'on a oublié un paramètre qui me semble, moi, personnellement important, c'est les parents. Il y a des parents qui, effectivement, qui sont sortis de l'école, on peut le dire aussi, hein, quasiment analphabètes,
c'est peut-être ces parents-là qu'il faudrait peut-être déjà former à la linguistique, au français, aux maths, pour pouvoir donner cet enseignement, redistribuer cet enseignement vers les enfants. Et je pense que si effectivement il y a des enfants qui sortent du primaire, même de la maternelle, sans savoir lire ni écrire, enfin au moins tout du moins correctement, c'est peut-être aussi parce que les parents, certains parents, je ne vais pas dire tous les parents, c'est pas possible, c'est pas vrai, certains parents, avec la meilleure volonté du monde, ne le savent pas et n'y arrivent pas, ne peuvent pas aider leurs enfants. Et je pense qu'il y a peut-être un effort à faire là-dessus. Oui, moi je suis pas contre l'école des parents ou en plus c'est des demandeurs. La formation des parents, oui, je suis pas contre. Je pense qu'on... Moi ce que je souhaiterais, c'est une révolution un peu copernicienne de l'école. Parce que, évidemment, on peut prendre des palliatifs de cette nature, c'est-à-dire on peut former les parents, on va faire une école des parents, ça je ne suis pas contre, et puis ça traîne un peu dans les esprits des politiques, ça plaît beaucoup. Simplement, je dis qu'il faut vraiment reprendre le problème à la base. Si on ne veut pas être dans cette situation où une grande partie d'une génération d'enfants ne maîtrise pas les fondamentaux, comme on vient de le dire, je pense que c'est là qu'il faut mettre l'accent. Alors, on peut faire à côté, hein. On peut se donner les moyens de faire des écoles de parents et de former les parents, etc. etc. Je pense que d'ailleurs, ça se fait, hein, ça se fait dans beaucoup d'endroits. Mais je pense qu'il faut d'abord, il faudrait qu'on ait, au fond, je voudrais qu'on ne se disperse pas. Je voudrais qu'on ait un objectif, une cible, c'est l'école primaire. C'est ça que je voudrais. Mais j'ai du mal à faire passer le message, parce que vous verrez les programmes des présidents, des candidats à la présidentielle, vous verrez, on nous parlera de beaucoup de choses, probablement que dans le paquet il y aura l'école primaire, mais il y aura beaucoup d'autres choses, bien entendu. Et moi, de mon point de vue, c'est une dispersion compte tenu de l'état économique dans lequel nous sommes, compte tenu de la charge de la dette, compte tenu du fait qu'on ne pourra pas dans les 5 années qui viennent faire des investissements considérables, qu'on ne pourra pas accroître la charge de la dette en clair. Je crois qu'il faut que nous choisissions. Ce que je voudrais, c'est qu'au moment de la présidentielle, quelqu'un nous dise « j'ai choisi, j'ai choisi ». C'est ça mon programme, c'est en effet sauver l'école primaire. Bon, j'attends, c'est tout. Donc les 10 glorieuses. Oui, les 10 glorieuses, ce sont les 10 années les plus extraordinaires dans la période récente, bien sûr, dans la période récente de l'éducation, parce que c'est là où la proportion de bacheliers dans la population croît de façon extraordinaire. 1985, 1995. On n'a pas à retrouver cela. Et donc, on est à une part de bacheliers, maintenant, grosso modo, de 65%, je crois, Eric, c'est ça, pour 65%, dont 34 à 35% de bacheliers d'enseignement général. Voilà. Alors, pourquoi on a réussi cet extraordinaire bond, qui vient de loin, vous savez, 80% d'une génération au niveau du baccalauréat, etc. Ça vient de Jean-Pierre Chevènement et ça vient d'assez loin. Mais pourquoi on a réussi cela? C'est parce qu'on a réussi à créer le baccalauréat professionnel. Alors, au fond, c'est une démocratisation, et c'est une démocratisation heureuse, car on a permis à beaucoup d'enfants de devenir bacheliers. Simplement, moi j'ai du mal à penser complètement qu'un bachelier professionnel, c'est complètement équivalent à un bachelier d'enseignement général. Pourquoi le pensais-je? Pas du tout, parce qu'il y en a un qui est issu de l'enseignement professionnel, pour lequel, je vous ai dit, j'avais beaucoup de révérence et beaucoup d'admiration, ou l'enseignement général. Simplement, je sais très bien que quand on est titulaire en France d'un baccalauréat d'enseignement général, tout vous est ouvert. En plus, si à l'intérieur du bac général, vous avez un bac S, tout vous est ouvert avec un multiplicateur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des études longues. Et on sait bien que les études longues vont vous mener aux carrières les plus intéressantes, les plus rémunératrices, et qui, en termes d'insertion sociale, sont les plus valorisantes. C'est ainsi. La France est ainsi faite qu'il vaut mieux avoir un bac S qu'avoir un bac professionnel. Mais néanmoins, si on arrive à s'insérer formidablement sur le métier de l'emploi avec un bac professionnel, c'est formidable. Donc c'est véritablement une avancée. C'est une avancée. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on en déduise que parce qu'on a 65% de bacheliers, dont 30% de bacheliers techno et professionnels, on est complètement à flot. Ce que l'on constate maintenant, en 2011, c'est que la part de bacheliers d'enseignement général en France ne progresse pas depuis ces années glorieuses 85-95. Ça ne progresse pas.
On est toujours à 34-35, et même en 2010, je crois qu'on a un peu régressé d'un point. C'est-à-dire, on n'arrive pas véritablement à faire grossir, un peu, c'est toujours le problème de l'élite, vous savez, on n'arrive pas à faire grossir le poids de bacheliers d'enseignement général qui vont nous conduire à augmenter le poids de l'élite, et c'est une nécessité économique, culturelle, sociale, que l'élite soit plus importante en France. Elle est numériquement trop faible. Elle est d'excellente qualité, mais trop faible. On rentre sur les solutions? Alors, deuxième partie. On rentre sur les solutions parce qu'on a une petite demi-heure. Mais oui. Alors, les solutions, je vous ai dit tout à l'heure que c'était présomptueux de ma part de donner des solutions, parce que vraiment, on pourrait dire, que fait-il ici? Il n'a qu'à se mettre aux commandes de la rue de Grenelle et puis qu'on n'en parle plus, puisqu'il a des solutions. Alors évidemment, c'est pas si simple, et c'est pas si simple pour une raison assez forte, c'est que la passion française pour l'école, elle se lie aussi dans les querelles idéologiques de l'école. Hein. Vous savez, la France, et moi au fond ça me désespère aussi, c'est que la France, il y a une absence totale de consensus sur ce que doit être l'école en France. Parmi nous. Peut-être pas parmi nous, parce que nous partageons les mêmes valeurs. Mais si vous agrandissez notre cercle, vous vous rendrez compte qu'il n'y a aucun consensus sur l'école. Et on a mesuré que les pays qui réussissaient les mieux pour faire progresser leur système éducatif, les pays d'Europe du Nord, pour ne pas les citer, puisqu'on les cite toujours, y compris la Finlande, ce sont des pays dans lesquels il y a un vrai consensus entre la droite, la gauche, les différents partis, sur ce que doit être l'école et comment elle doit être faite et quels moyens doit-il. Chez nous, c'est pas possible. Et alors chez nous, nous avons une querelle qui est dévastatrice en profondeur, et Éric la connaît bien, cette querelle, c'est la querelle des républicains, ou instructionnistes, on peut les appeler instructionnistes, et les pédagogistes. Mais c'est une querelle, vous n'imaginez pas la force de la querelle. C'est-à-dire, il y a ceux qui pensent qu'il faut transmettre les savoirs comme on le faisait au début du XXe siècle, pour des élèves qui sont capables d'absorber totalement ce savoir classique, des humanités, etc. Pas de problème. C'est vrai qu'au début du XXe siècle, on pouvait le faire. Hein. Il y avait très peu de gamins qui allaient au lycée, et ces gamins étaient de familles favorisées, avec un capital culturel, économique et social formidable. Évidemment, quand le prof en chaire magistrale faisait son cours, tout était absorbé, il y avait une complicité culturelle, sociale, économique formidable entre le prof et ses élèves. Enfin bref, tout allait mieux dans le meilleur des mondes. On était à ce moment-là, fin de 4ème République, 7% de bacheliers. On est passé à 65, je vous signale. Hein, 7% de bacheliers. Et puis, d'un autre côté, il y a les pédagogistes. Alors, les pédagogistes disent il faut prendre des élèves comme ils sont. Commençons pas à penser qu'en face de nous, on a des élèves qui sont prêts à absorber notre savoir, le savoir traditionnel, le savoir académique qu'on a appris à l'université à Bac plus 5 ou à Bac plus 3, avec des concours de recrutement très difficiles. Et donc, en chaire magistrale, comme ça, là, je vais me mettre derrière le bureau, et puis à 25 gamins issus de banlieue, de l'immigration, qui maîtrisent des fondamentaux, comme je viens de vous l'indiquer, je vais leur parler de... Donc ces pédagogistes disent qu'il faut inventer des pédagogies nouvelles. Alors ils ont été très écoutés dans le système éducatif longtemps. Pendant la période de la gauche au pouvoir, évidemment, ils ont été très très écoutés. Peut-être ont-ils été trop, mais néanmoins, on voit bien la traduction dans l'élève au centre du dispositif, vous savez. On ne s'occupe que de l'élève. Les professeurs ne sont là que pour apprendre à apprendre. C'est l'élève qui détermine ses propres savoirs. Au fond, on demande à l'élève « qu'est-ce que tu veux faire ce matin ?» ou « qu'est-ce que tu veux… » etc. C'est caricature, hein. C'est un peu caricature, mais il y avait un peu de ça. Je reconnais évidemment que c'est de la caricature. Néanmoins, la querelle, elle existe. Elle est d'une vivacité, d'une force extraordinaire. Et elle ne se résout absolument pas. Impossible de les mettre face à face. C'est frontal. Ce ne sont que agressions, violences, etc.